qu'est-ce qu'ils foutent, putain? Voldemort? Non. Non, je suis pas Voldemort, non. Non, moi je vais te faire bien plus mal. Et bienvenue pour ce second numéro de Critique It. Et dans ce numéro, nous allons nous intéresser à l'une des sagas les plus rentables de l'histoire du cinéma. Je veux bien sûr parler de... Harry Potter. Tu vas vraiment faire ça? Ouais. Mais t'as pas le droit? Ah si, oui, carrément. Eh bah si c'est comme ça, si tu veux te prendre Harry, moi je me casse! Mais reviens! Mais... Bon alors, je tiens à dire que je sais que beaucoup d'entre vous vouent un véritable culte à l'égard du jeune sorcier. Oui, je le sais, j'ai moi-même lu à plusieurs reprises les livres, et je peux comprendre qu'on ressente une certaine tendresse à l'égard d'une saga qui a bercé l'enfance de beaucoup. Mais j'en ai rien à battre. J'en ai rien à battre parce que chez Critique It, on parle pas de livres, mais de cinéma. Et cinématographiquement parlant, Harry Potter, il est pas juste balafré, il boite aussi, et pas qu'un peu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ta gueule. Bon alors pourquoi il boite? Pourquoi vous faites ça? 2 secondes, je vais te le dire. Sois pas impatient comme ça. Petit 1, il a été adapté pour de mauvaises raisons. Donc, Harry Potter, au départ, c'est une série de livres au succès phénoménal. Chaque nouvel opus sorti de l'imagination de J.K. Rowling donnait lieu à une véritable ruée vers les librairies qui n'avaient jamais vu de telle file d'attente s'amasser devant leurs portes. Tout le monde saluait alors les miracles Potter, qui, non contents de rapporter des millions de dollars, ramenaient les chères têtes blondes que nous étions à la lecture. Voyant cela, les majors du cinéma se sont livrés à une véritable lutte à mort pour acquérir les droits et profiter à leur tour de la manne potterienne. Certains de revenir sur leurs investissements, le grand gagnant de ce pugilat hollywoodien, la Warner Bros, n'a pas hésité une seule seconde à sortir son chéquier pour s'engager les services d'artistes reconnus comme Maggie Smith, Richard Harris, Robbie Coltrane ou encore Alan Rickman devant la caméra, ainsi que Chris Columbus derrière. Réalisateur certes sans génie, mais ayant rencontré le succès avec Madame Doubtfire et Maman j'ai raté l'avion. Et c'est donc en 2001 que la Warner Bros retend d'avance ses mains cupides, livrées sur nos écrans, l'école des sorciers. Alors, à moins de faire preuve d'une mauvaise foi assez acharnée, je pense que tout le monde conviendra que le film souffre de couacs assez ahurissants venant d'une production de ce calibre. C'est simple, des fois on a l'impression d'être devant un film de lycéen, entre les transitions interséquences complètement foirées, les plans coupes recyclés en plans d'introduction de séquence et les effets spéciaux qui sentent bon l'image de synthèse, bah c'est à peine regardable. Mais c'est pas le pire. Non, le pire c'est que, ayant été motivé par une pure raison économique, le film est un énorme plantage artistique. Non mais regardez-moi ça. C'est beau, c'est chatoyant, la pelouse est bien verte et bien coupée, Harry a les cheveux bien coiffés, les dents lavées, bien propres derrière les oreilles et les vêtements sont bien repassés. Ça a l'air de détail comme ça, mais cet aspect bien propre sous tout rapport nuit en réalité grandement à l'intrigue. Pourquoi ? Bah parce qu'on raconte quand même l'histoire d'un gamin sans ressources poursuivi en gros par un équivalent d'Hitler, super vénère avec des super pouvoirs. Alors pourquoi je me retrouve devant un mix entre l'apprenti sorcière et James le livre magique ? Pourquoi ? Mais bon, soyons ouverts d'esprit, pardonnons. C'est vrai, après tout, si le parrain se déroulait parmi les Oompa Loompa, ce serait pas forcément un mauvais film. Bon, ce serait différent. Non, moi ce qui me pose problème concernant les 2 premiers opus Harry Potter, c'est le manque d'ambition de l'adaptation. C'est du putain de page par page, et c'est d'un ennui mortel. Columbus se contente de mettre en image le livre sans aucun point de vue un tant soit peu personnel. C'est du produit dérivé. Alors certes, de bonne facture concernant la Chambre des Secrets, mais grosso merdo, ça n'a pas beaucoup plus de valeur que ça. Un putain de cadeau dans une boîte de céréales. Heureusement pour nous, Alfonso Cuarón viendra à notre secours avec Le Prisonnier d'Azkaban. Que fait-il de plus que Columbus? C'est simple, il respecte les enjeux de l'histoire. Un film avec des sorciers? Pas de problème. Je vais mettre quelques éléments iconographiques, privilégier les prises de nuit ou crépusculaires et travailler sur les tons sombres de la photo. À entendre comme ça a l'air con. Bah, ils y avaient pas pensé jusque-là les mecs. Ce qui fait également de ce 3e opus le meilleur film de la saga vient aussi du fait que Cuarón n'hésite pas à sortir un peu les biceps. Quand une séquence doit être horrifique, il utilise des plans rapprochés afin d'enfermer ses personnages dans un espace restreint et de faire partager au public leur angoisse. Quand il filme un moment héroïque, ce sera des plans larges, ce qui fera ressortir la grandeur de l'action. Bref,
il nous fait vivre l'histoire. Non, en fait, le seul truc qu'on puisse reprocher à Alfonso Cuarón, c'est de n'avoir réalisé que ce troisième film. Pas que la coupe de feu soit atrocement abjecte, mais force est de constater que Mike Novell, même celui aussi ose s'approprier le mythe, tombe souvent à côté de la plaque. Ah bah si, rappelez-vous. Sans déconner, ça vient pas que de moi, rassurez-moi. Non, parce que moi, quand je vois ça, je me dis que la séquence d'après, bah ça va être ça. Rien de bien grave donc, même si on peut reprocher un final qui est pas suffisamment dramatique à mon goût. Voilà, c'est pas que je sois un garçon particulièrement cruel, mais ma logique veut que si Harry tombe entre les mains des mange-morts et qu'ils ont besoin de son sang pour ressusciter Voldemort, ils vont pas se contenter d'une petite éraflure. Mais bon, passons, intéressons-nous plutôt à l'Ordre du Phénix et à l'arrivée de David Yates aux commandes. Et surprise, c'est une réussite à tout point de vue. Visuellement, Yates a la joueuse idée de rester dans la continuité de ce qu'avait établi Cuarón, et d'un point de vue dramatique, la narration est rondement menée. Mon seul regret concernant ce film revient à une légère déception concernant le combat final, qui n'en fout pas assez plein les yeux à mon goût. En gros, malgré un fort potentiel dramatique, des effets spéciaux à l'appel et une musique à propos, ça me fout pas le frisson. Alors qu'aujourd'hui encore, un gamin sur un vélo avec un extraterrestre sur le guidon qui s'envole, bah ça me fout les poils. S'il vous plaît, arrêtez de me faire du mal. Avec Yates, Harry Potter semble avoir trouvé son réalisateur. La preuve, c'est lui qui réalisera les derniers chapitres de la saga. Le traitement visuel n'étant plus un problème, on aurait dû jouir de films dignes de ce nom. Mais si avant les scénaristes n'osaient pas la moindre incartade au récit d'origine, avec l'épisode 6, ça va changer et pas pour le mieux. Mais de notre côté, nous en arrivons au petit 2 de notre argumentaire. Oui, le petit 2, c'est bien ça le petit 2. Alors, je ne vous cache pas que cette vidéo est entièrement motivée par la volonté de traiter les opus 6 et 7 des aventures d'Harry Potter. Et donc, si jusque-là j'ai été plutôt gentil, avec The Boy Who Lived, à partir de maintenant, ça va changer. À partir de maintenant, ça devient saignant. Donc ceux d'entre vous qui sont sensibles sont invités, s'ils le veulent, à rejoindre une vidéo sur mon petit poney que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien juste là. Voilà, vous êtes encore là, donc ça veut dire qu'on peut y aller. Et c'est parti pour le prince de Sang-Mêlé, le bâtard. Et dès le début, c'est du grand n'importe quoi. Pour rappel, au début du 5e, l'Ordre du Phénix préparait toute une escouade pour protéger Harry, et à la fin, Voldemort faisait son grand retour. Le psychopathe est donc en liberté et il est super vénère. Et surprise, nous retrouvons tranquillement Harry dans un café du métro londonien en train de dragouiller une petite serveuse. Fous-toi de ma gueule. Je ne vois absolument aucune logique à cet apport par rapport au livre. Sans déconner, de quel esprit malade est sortie cette putain de séquence? C'est la fin du monde avec d'un côté les mange-morts qui détruisent Londres, et Harry Potter se promène pépère avec son kiki qui se chatouille. Mais plus con que ça, tu meurs. Et attendez, j'en ai pas fini avec lui. Vous là qui me regardez, vous avez déjà eu 15 ans. Vous allez les avoir de toute façon. Rappelez-vous votre copain ou votre copine quand vous aviez 15 ans. Non mais sans déconner, regardez-moi ça. Je dis pas qu'il doit la violer contre le mur, bien sûr que non, mais merde, où est la passion là-dedans? On a devant nous deux véritables paquets d'hormones en ébullition, et ils se font juste un petit bisou de cours élémentaire. Encore une fois, je rappelle qui sont ces personnages. Elle est tout simplement amoureuse de lui depuis le tout premier film et s'était résignée à ce qu'il ne se passe jamais rien entre eux. Lui est censé littéralement crever de jalousie dès qu'il la voit avec un autre type, les deux sont censés se marier et avoir des enfants ensemble dans le futur. Mais pour ça, lui va devoir sauver le monde et elle est censée être la bouée à laquelle il va se raccrocher pour avoir la volonté de survivre. Alors merde, mettez au moins la langue bordel! Et qu'on ne sorte pas l'excuse du rating tout public, parce que j'ai vu plus de passion dans la boum et vous savez que j'ai raison. Mais bon, passons, restons calmes. Y'a pire, y'a ça. Alors, si j'hallucine pas, normalement ici, il devrait y avoir ça. Et oui, si je me rappelle bien, à la fin du 6 version papier, il y avait légèrement une bataille entre élèves et mange-morts. Alors pourquoi il y a que dalle là? Ça se résume en un mot, lâcheté. Et oui, sachant pertinemment qu'il ne pourrait pas passer à côté d'une bataille à Poudlard dans les reliques de la mort, notre joyeuse équipe de scénaristes et techniciens ont tout simplement zappé celle devant avoir lieu dans le Prince de Sang-Mêlé, de peur d'avoir à surpasser cette séquence dans les films à venir. C'est ce qu'on appelle un refus d'obstacle, ce qui, non content de conclure le film en eau de boudin, justifie également cette séquence-là.
La fameuse séquence de la destruction du terrier. Je répète, la destruction du terrier. Ça choque personne? Allô, la destruction du terrier, c'est pas dans le livre, et ce pour une très bonne raison, le terrier il est aussi dans les reliques de la mort. D'ailleurs ça pose aucun problème, nous retrouverons ce décor dans le 7ème film comme si de rien n'était. Alors excusez-moi d'être grossier, mais putain, à quoi sert cet ajout? Il est même pas logique. Oh putain, j'aime les faire. Quel coquinou ces scénaristes. Et en fait, il y a une raison à l'ajout de cette séquence. Oui, elle ne sert à rien par rapport à l'intrigue. Oui, c'est vrai que juste avant, Harry, Ron et Hermione sont à Poudlard et qu'ils se retournent juste après. Oui, ils vont en terrier que pour donner lieu à cette aberration. Mais, vous de votre côté, vous avez payé 10 balles. Et à ce prix-là, vous avez bien le droit à un peu d'action. Seulement on a viré la scène de Poudlard. Alors, faut bien mettre quelque part. Mais où? Stop. Ici. C'est à vous faire culpabiliser de ne pas donner au Téléthon. Non, mais même moi, je suis obligé de reconnaître qu'il n'a pas tort. Les 3 principaux axes du livre, la découverte du sentiment amoureux, l'exploration du passé de Voldemort et l'enquête sur l'identité du prince de sang mêlé, sont à peine effleurés, voire absents dans le film. C'est bon, t'as fini? Non, parce que c'est ma critique, donc si tu veux faire de l'introspection, va voir un psy, putain. Eh oui, le 6ème film est une vaste fumisterie qui annonçait le pire concernant les reliques de la mort. Et si j'irai pas jusqu'à dire que c'est bien le pire que nous avons eu, le film est quand même une amère déception. Alors qu'on s'entende bien, en lui-même, le film se tient, il est regardable, il pourrait même s'apprécier. S'il n'était pas l'épisode final d'une saga qui comporte 8 films. Mais étant l'épisode final d'une saga qui comporte 8 films, j'irai jusqu'à dire que c'est une bouse. Et pour justifier cela, je pense qu'il est bon de rappeler ce qu'est la notion de catharsis. Les 2 parties des Reliques de la Mort sont donc l'aboutissement d'une saga qui s'est étendue sur presque 10 ans. Chaque année, nous avions rendez-vous avec le monde des sorciers aux alentours du mois de décembre. Rappelez-vous, les files d'attente, le monde dans la salle, et au final, rien, ou presque. Pourquoi? Parce que le réal refuse tout sentiment de catharsis aux spectateurs. Le film s'en tient tellement à l'intrigue du livre qu'il en omet des règles cinématographiques de base, comme par exemple le traitement des personnages. Moi, par exemple, quand j'ai appris que le film se ferait en 2 parties, je me suis réjoui. Je me suis dit qu'il y aurait forcément des ajouts, des séquences nous montrant ce qui se passe du côté de Poudlard ou de l'Ordre du Phénix. Bref, quelque chose qui nous permettrait de garder le contact avec des personnages clés de l'histoire et au passage de montrer que la menace Voldemort est une menace globale. Et quelle ne fut l'amère déception de constater l'exact contraire. Les 2 films ne se préoccupent que des personnages de Harry, Ron et Hermione. Et ce parti pris empêche toute émotion lors de la disparition de personnages comme Fred Weasley, Remus Lupin ou Tonks, qui sont quand même des personnages qu'on suit depuis le 1er film pour certains, des personnages auxquels on est censé être attaché, des personnages qui sont sacrifiés par l'auteur pour renforcer la dramaturgie de son final, des personnages dont la mort devrait nous provoquer quelque chose, les plus sensibles devraient même pleurer. Mais on s'en branle parce que ces personnages, on les a pas vus depuis le début du 1er film, soit à peu près 4 heures si vous faites les 2 à l'affilée. Et si à l'écrit l'évocation suffit, s'il suffit d'écrire que Ginny manque à Harry, à l'écran, les turpitudes internes des personnages ne se voient pas, il faut donc les montrer. Or, le réal fait exactement l'inverse. Et il semble même avoir complètement lâché l'affaire quand on voit la façon dont certains personnages disparaissent. Et c'est tout. Personnellement, je trouve ça même insultant. Mais le pire du pire, c'est ça. Le combat ultime, celui vers lequel tous les films précédents nous ont menés. En fait, c'est le moment qui nous a poussé à retourner dans une salle obscure suivre les aventures de Harry Potter. Le grand dénouement. Et regardez ça. Dans le bouquin, les mange-morts comme les amis de Harry assistaient au combat. Ça a l'air con de le dire, mais ce moment où le sort du monde est censé se jouer se déroulant sans public enlève tout héroïsme, tout lyrisme et tout son souffle épique à la séquence. Du coup, pour moi, cette séquence pourrait se passer dans un placard, ce serait pareil. En fait, en regardant ces images, je vois presque un message de la production apparaître sur l'écran de façon subliminale. Là. Vous l'avez vu? Attendez, je reviens en arrière. Là. Quand je vous dis qu'ils nous ont pris pour des cons. Et non seulement le réalisateur s'évertue à flinguer le climax de son film, mais en plus il est cohérent dans sa connerie, ça je veux bien le reconnaître.
Et pour appuyer mon propos concernant le prochain grief, je vais vous parler de la Seconde Guerre mondiale, ou plus exactement de la Libération. Vous voyez ces scènes de liesse. Paris est libéré après avoir été occupé pendant 5 ans par les nazis. La plupart ont tout perdu et ils n'ont pas été à la fête tous les jours. Pourtant, ici, ils sont heureux. Certains sont même hystériques. Pourquoi? Parce qu'ils sont libérés du joug d'un tyran psychopathe. Voldemort est un tyran psychopathe ayant un gros problème avec l'égalité des races et voulant dominer le monde. C'est Hitler, putain, faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre l'analogie. Et pourtant, juste après que Harry l'ait tué, qu'est-ce qu'on a? Que dalle, Nib, Walou, rien, néant. Personne ne calcule. Même pas une petite tape dans le dos. Pas un remerciement, à peine un regard. Le mec a perdu toute sa famille, des amis, son mentor, il s'est sacrifié pour les sauver tous, et on s'en branle. Un foutage de gueule aussi flagrant me fait perdre tous mes mots et ne provoque en moi qu'une seule chose. Bon, tu comprends pourquoi t'es là? Papa, de quoi? Allez, vas-y, dis-moi. Je crois que je le mérite. Qu'est-ce que tu mérites? Dis-moi la note que tu mérites et je te laisse partir. Je crois que... Quoi? Allez, dis-le. Je crois que je dois de l'argent à tous. Encore? Je vous donne tous du fric. Voilà. C'est pas si compliqué. Allez, va. Allez, tire-toi. Allez, marche normalement, je t'ai pas mis si profond de la baguette. Maintenant à nous. Anakin Skywalker.